Sébastien Gaujo. Et donc, on est ravis de vous annoncer qu'effectivement, la JCV fête ses 20 ans cette année. Donc, joyeux anniversaire à la JCV. Elle a la JCV, c'est une association qui est d'abord une association représentative pour les internes, les assistants et les chefs de clinique, ainsi que les jeunes chirurgiens qui sont donc en chirurgie viscérale et digestive, et c'est une association nationale. Ses objectifs sont multiples, c'est à savoir la coordination de la formation continue, la défense des intérêts, et donc à destiner des jeunes chirurgiens viscéraux. Alors, le passé, de quoi est-ce qu'on a hérité? Parce que on l'a pas créé nous-mêmes. On a hérité donc finalement d'une association qui avait déjà établi un réseau national, principalement sur Facebook parce que c'était le réseau majoritaire à l'époque, et également d'une application qui était déjà assez novatrice à l'époque. Elle permettait de prendre en charge finalement les urgences digestives, même pour les jeunes chirurgiens qui n'étaient pas de la spécialité. Donc c'était bien pratique pour nos amis ophtalmos qui faisaient un périphérique et qui se retrouvaient avec une douleur abdominale. Ils étaient bien contents de pouvoir consulter cette application. Donc fort de cet héritage, on a monté une équipe. Donc grâce à Sébastien et son dynamisme, il a su recruter un bureau restreint et vous le verrez un peu plus tard, un bureau élargi. Donc je peux vous présenter Quentin Rodriguez qui est secrétaire général, qui va intervenir tout à l'heure. Perrine Zimmerman qui est là-bas, qui est trésorière. Il y a Aurélien Grodmund qui peut pas venir, qui est responsable des podcasts. Je n'ai pas cité Marie Noireau qui s'occupe très très bien des réseaux et qui est très active, donc vous pouvez lire toutes les semaines finalement. Héloïse Papet qui est la rédactrice en chef du journal. Marouane Khalifi qui est responsable des nouvelles technologies et innovations, donc plutôt derrière l'écran finalement pour le moment, mais pas que. Et Florian Martinet, qui est responsable scientifique donc de la science du dimanche principalement, mais pas que non plus. Alors finalement, qu'est-ce qui a été fait quand le bureau a eu tout cet élan de nouveauté? Quel a été le produit de ce dynamisme? D'abord, un nouveau logo, puisque ça nous a semblé vachement essentiel, mais on peut dire qu'on l'apprécie toujours autant. Ensuite, on s'est adapté aux nouveaux réseaux qui ont conquis tous vos téléphones portables. Donc aujourd'hui 4, demain on ne sait pas encore, peut-être plus. Mais à savoir, vous pouvez nous retrouver sur tous vos réseaux préférés. Et bien sûr, on a construit des liens étroits avec les sociétés savantes, à savoir l'Association française de chirurgie, la Société d'urgence avec qui on a pu monter plusieurs webinaires et avec qui qui nous porte beaucoup de soutien, et aussi les chirurgies d'endoscopie et l'Académie nationale de chirurgie qui a toujours été présente pour les jeunes et qui a souvent répondu à nos invitations. Et enfin, on a mis en place des projets pédagogiques, dont certains maintenant, je suis devenu le responsable à mon humble titre. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé avec des questionnaires. Donc en 2022, on a lancé le premier questionnaire national, qui était donc une enquête de santé mentale et une enquête qui évaluait les pratiques autour de la formation des internes. Donc c'était une enquête faramineuse, ceux qui ont répondu s'en souviennent encore, je pense qu'il y avait 25 minutes de réponse, donc c'est vrai que ça a été très long à interpréter et à digérer, mais finalement c'est bien fini comme interprétation. On a pu publier une partie formation, donc l'enquête dans sa partie formation, dans le rapport de l'AFC 2024 qui parlait de la simulation en chirurgie digestive. On a également intervenu au cours du congrès de l'AFC en 2022 autour de ce sujet, et ça a donné lieu aussi à une présentation à l'Académie nationale de chirurgie. C'est d'ailleurs là qu'on avait rencontré, en tout cas moi pour la première fois, Monsieur Bismuth. Et c'était un colloque qui portait sur la formation des étudiants en santé et qui se déroulait au sein du ministère de la Santé. Et vous pouvez retrouver la rediffusion si ça vous intéresse sur YouTube. L'enquête 2023, elle portait sur l'accès à l'endoscopie, à l'option endoscopie digestive pour les chirurgiens digestifs. Elle a fait l'objet d'une communication donc à l'AFC en 2024. Et l'enquête 2024 portait sur l'état des lieux des docteurs juniors en chirurgie digestive. Elle a donné lieu à une présentation cette année au congrès 3CVD. Et l'ensemble de ces trois questionnaires devraient donner lieu
à une publication dans le journal de chirurgie digestive dans un numéro spécial qui va porter sur la pédagogie et la formation des internes en France. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des gens qui veulent intervenir. On espère donc cette année pouvoir faire l'enquête 2025 sur l'accès à la formation en chirurgie robotique pour les internes, docteurs juniors et chefs de clinique. Voilà, ça nous semblait être un sujet assez moderne dans son temps, évaluer les besoins de chaque interne et les ressources qui sont déjà présentes, et puis voir ensuite pouvoir construire avec les industries, pourquoi pas, des programmes dédiés aux jeunes via la JCV. Voilà. Donc ça, finalement, juste pour vous donner un petit truc, moi, c'était mon truc dans mon coin, et finalement, un jour, j'ai eu Sébastien au téléphone qui m'avait appelé pour une raison ou une autre, et je lui ai dit, tu sais, je vais pas trop faire cette enquête au niveau national. Et en fait, on est allé beaucoup plus loin, on a construit tout ça. Et donc, il suffit d'avoir une petite envie pour pouvoir faire de grandes choses quand on est bien entouré, et c'est un peu le but de la JCV. Donc, tous ceux qui ont des idées ou des envies, surtout, n'hésitez pas, il faut venir nous en parler. Et au final, donc, parce qu'on n'est pas tout seul, vous avez vu que l'équipe est grande, et chacun de ses petites idées et de sa motivation, ça amène beaucoup de projets. C'est comme ça que vous nous connaissez, je pense. Donc, on peut citer maintenant La Pause Dige, qui est notre podcast favori maintenant et qui rencontre un grand succès, je dois dire, parmi vous. Le Digest Times, qui est notre journal que je pense qu'on ne présente plus, avec tant ses histoires sérieuses que ses histoires drôles. Et tout le monde se souvient de l'histoire du couscoussier. La super plateforme numérique, donc on va vous présenter tout à l'heure, Quentin, qui est finalement une plateforme du compagnonnage digital. La science du dimanche, tous les dimanches, donc sur vos réseaux, pour vous garder informés des messages les plus importants. Et de l'accompagnement scientifique personnalisé si vous en avez l'envie et le besoin. Et enfin, ce magnifique congrès dont je ne sais pas si tout le monde en a déjà entendu parler, qui est les JARCA, les journées d'anatomie, radiologie, chirurgie, qui sont déjà à l'heure. On a eu 2 éditions et une 3e. Sébastien, corrige-moi. 3 éditions déjà et la 4e cette année. Et 4e cette année, autant pour moi. Et donc c'est Sébastien qui arrive à coordonner ça avec d'autres associations de jeunes internes, gynécologie, urologie, au Mans. C'est ça? Très bien. Et donc la JCV demain, finalement, elle se repose sur les jeunes qui, pour le moment, ont déjà rejoint cette équipe avec un bureau élargi et une espèce un peu quand même de sectorisation par équipe, une équipe de podcast, une équipe dédiée aux produits pédagogiques, une équipe dédiée aux scientifiques et une équipe numérique. Et pourquoi pas d'autres équipes, mais il faut savoir que personne ne travaille vraiment dans son coin. Le jour où on a besoin de quelqu'un d'autre, voilà, on est tous sur des groupes en commun, on peut s'appeler, on peut s'aider. Donc, je vois Héloïse qui me fait un petit sourire en coin. Mais... Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas. À la moindre idée, à la moindre motivation. On sait tous que la surcharge de travail, ça fait peur à tout le monde. Mais finalement, on est assez compréhensif vis-à-vis de ça parce qu'on le vit tous. Voilà. Et donc, je vais inviter, si je ne dis pas de bêtises, Anaïs à venir parler de la série de podcasts. Merci. Je suis Anaïs Prélopledon, je suis interne à Montpellier et j'ai eu l'honneur d'intégrer récemment la JCV. Et je dois dire que quand on m'a proposé de travailler sur les podcasts, j'étais assez emballée parce que je trouve que c'est un super format. En fait, la JCV, déjà, depuis plusieurs années, propose des podcasts. Et là, je pense qu'on a un peu redynamisé le truc avec plusieurs internes qui sont dessus pour interviewer un maximum de chirurgiens sur des sujets très variés. Le truc que j'aime bien dedans, c'est qu'on recrée un peu l'ambiance de mentorat. J'ai eu l'impression, pendant le début de mon internat, moi, que c'est beaucoup basé là-dessus, l'apprentissage en chirurgie, sur un petit conseil donné au bloc ou bien une discussion qu'on a avec son chef pendant la visite ou autre. Donc les podcasts, le but c'est vraiment de recréer ça, de trouver une petite thématique, peut-être scientifique, peut-être que ça va être aussi sur les conditions de vie, sur comment gérer, par exemple on a fait des choses sur sport et chirurgie ou bien même sur la grossesse au cours de l'internat. Et c'est plein de podcasts qui vont pouvoir nous aider à vivre au mieux l'internat et puis à avoir plein de connaissances. Donc c'est des épisodes qui sont assez rapides, 15-20 minutes maximum, qu'on peut écouter on se prépare le matin, si on a par exemple une opération assez
importante et qu'on veut réviser un truc, par exemple la lecture du scanner avant la DPC. Si on l'écoute 2-3 fois avant chaque DPC, je pense qu'on finit par savoir ce qu'il faut chercher au scanner. Et puis on peut les écouter, les réécouter et les avoir sur plein de plateformes différentes, notamment Deezer et Spotify. Les épisodes, vraiment on essaye d'axer sur tous les domaines, et puis ce qui est assez cool, c'est qu'on a chacun notre domaine de prédilection, donc on peut avoir quand même pas mal de spécialistes qui répondent à nos questions. Ça, c'est un petit état des lieux des épisodes qui sont déjà sortis. Donc vous voyez, on en a fait sur plein de thèmes, et puis on a fait un nouveau format récemment. On a commencé ça à la Sofco Jeune, c'est d'essayer de vous emmener avec nous en congrès, pendant le congrès, essayer d'attraper un petit peu les spécialistes et puis de leur poser des questions, soit très rapides, soit quelques questions un peu plus construites, pour réagir un peu à chaud sur un thème et puis avoir un podcast un petit peu plus spontané et un petit peu plus dans le feu de l'action. Donc ceux de la Sofco Jeune, ils vont bientôt être publiés, et puis on en fait pendant ce congrès en ce moment qui seront publiés par la suite. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc j'appelle Héloïse pour le journal. Bonjour à tous, donc moi c'est Héloïse Papé, je viens de Rouen. Comme l'a dit tout à l'heure Lazare, moi je suis en charge du Digest Times, donc c'est le magazine qu'on a mis en place, qui pour l'instant là compte 2 éditions que vous voyez en photo. Ce journal, on le met vraiment à disposition de tout le monde. Alors en format numérique, il est disponible sur internet, mais en format papier, on essaye de l'envoyer dans les boîtes postales. Vous l'avez sûrement beaucoup reçu pour l'édition numéro 1. L'édition numéro 2, elle a été un peu plus compliquée parce que voilà, du fait des partenaires, mais on est en train de mettre tout ça en place. L'objectif de ce journal, alors j'adore le format podcast, mais moi j'aime bien aussi le format papier. Un peu old school, mais quand tu es dans ton bureau et que tu feuillettes, je trouve ça assez sympa. Le but, c'est ça a vraiment un objectif pédagogique. Ce que je me dis quand on décide d'un choix d'article, c'est qu'est-ce que moi j'aurais bien aimé savoir quand j'étais un peu plus jeune, qu'est-ce qui va vous faire gagner du temps, comment on peut vous apporter des nouvelles connaissances. Pour ça, nous on a des idées, mais on est assez preneurs de toutes les idées que vous pouvez avoir, que ce soit une thèse, et en fait finalement la publication de votre thèse dans un journal, elle n'exclut pas le fait de venir la commenter dans le Digest Times. C'est pas quelque chose on peut faire les deux, interviewer sur un sujet, et nous, en fait si vous avez un sujet qui vous intéresse et vous pensez à un PU qui pourrait y répondre, on peut très bien essayer de faire des liens, et en fait via la JCV, vous pouvez vous retrouver à interviewer quelqu'un qui est complètement dans une autre ville sur un sujet très spécialisé. Et en fait, nous, on sert un petit peu de relais. Voilà. Donc, ce que je peux dire un petit peu du journal, c'est qu'on essaye d'en faire un maximum, mais c'est grâce à vous qu'on peut aussi le faire vivre et avoir des nouvelles idées. Donc, n'hésitez pas. J'ai pas remis ici, mais on a une adresse mail spéciale. Voilà. Donc, vous l'avez vu, on développe des formats de formation qui sont aléatoires, différents. On essaie de se diversifier au maximum pour que ce soit de l'audio, de l'écrit. Et surtout, là, on développe depuis 3 ans une plateforme numérique, on appelle ça le compagnonnage numérique, mais qui cherche à regrouper un ensemble d'informations qu'on a toujours besoin au sein de l'internat. Alors, on connaît tout l'EMC, mais l'EMC, il prend un certain temps à lire. Il faut le lire, bien sûr, chaque chapitre au moins une fois. Mais après, parfois, on a besoin de rappels rapides avant une intervention, ou des vidéos, des points précis, et c'est cette plateforme-là qu'on cherche à développer. Donc j'appelle Quentin pour venir vous la présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Quentin Rodriguez, je suis interne à Toulouse, docteur junior en 2e année, donc je suis responsable de la plateforme numérique. Le contexte de genèse un petit peu de la plateforme, c'est qu'on a un plan de transition pédagogique qui est en cours avec beaucoup de changements actuellement, que ce soit sur du plan de l'enseignement ou du compagnonnage. Donc c'est de là qu'est venue une enquête qui a commencé à remonter déjà en 2022 maintenant, qui était sur la qualité de l'enseignement, en tout cas la perception de l'enseignement par les internes de chirurgie viscérale, et notamment sur le compagnonnage. Et donc il y avait sur cette étude 35% qui avaient un ressenti d'absence
carrément de compagnonnage au cours de leur formation. C'est de là qu'est venue un petit peu l'idée de cette plateforme qui va permettre de regrouper plusieurs sources d'apprentissage, des outils d'évaluation, comme l'a dit Sébastien, plutôt de manière un peu synthétique, notamment avec des fiches de EMC, etc. C'est financé par notre fonds propre de l'association, grâce à des partenaires, et en association avec une équipe d'informaticiens qui nous aide à construire cette application et ce site web. Donc c'est gratuit, c'est intuitif et c'est accessible partout, sur les téléphones, les ordinateurs. Donc l'application elle se présente comme ça, donc ça c'est l'écran d'accueil de l'application avec plusieurs volets. Je vous laisse scanner le QR code, il sera dans la présentation, au cours de la présentation. Et donc il y a plusieurs volets qui sont un peu tous différents, qui vont un peu balayer toute la spécialité. Le premier, ça va être les techniques chirurgicales à proprement parler, c'est-à-dire un petit peu les techniques de base, donc tout ce qui va être anatomie de la paroi abdominale, anastomose, etc. Et donc ça se présente sous cette forme-là, sous forme de fiches, qui sont listées et qu'on peut accéder assez rapidement sur l'application. Le volet urgence qui existait déjà du temps de l'ancien bureau de l'association sur une application qui était un petit peu plus restreinte et qui là regroupe un petit peu toutes les fiches d'urgence selon les cadrans, selon l'orientation clinique, selon la pathologie. On peut cliquer un peu où on veut. Là par exemple, si on clique sur un hypocondre droit, on peut avoir toutes les pathologies qui peuvent être en rapport avec une douleur d'hypocondre droit, par exemple. Et donc c'est pareil, ça se présente sous forme de volets qu'on peut balayer avec un listing des différentes conduites à tenir, l'imagerie au préalable, etc. etc. Le troisième volet, c'est la chirurgie non cancérologique, donc tout ce qui va être chirurgie fonctionnelle de manière globale, on va dire, donc soit la chirurgie de l'obésité, la chirurgie colorectale non cancéreuse, etc. Et là, il y a des fiches qui sont sous forme de listing. L'assistant en oncologie, alors qui est pour l'instant pas très abouti, puisque là on a uniquement cette petite icône qui renvoie directement sur ce que vous connaissez très bien, le TNCD. Donc on peut naviguer sur Google de manière classique sur le TNCD, c'est juste que c'est disponible directement dans l'application, on n'a pas besoin d'aller chercher sur Google les fiches de cancéro pour la cancérologie actuelle, mais à terme il y a quand même un projet de faire des fiches qui vont être évidemment mises à jour très régulièrement, parce que la cancérologie ça avance très vite en chirurgie digestive, mais qui seront aussi synthétisées et qui permettront l'accès à des données comme les autres fiches, sous forme de listing et sous forme de fiches plus simplifiées. Et enfin l'assistant au bloc opératoire, donc qui sont des fiches de bloc opératoire de techniques chirurgicales qui se présentent sous cette forme-là, donc selon l'organe qu'on veut, sur lequel on veut se renseigner. Ici par exemple l'appendicectomie, donc c'est sur la partie côlon droit, on clique sur le côlon droit, on a l'appendice, on a la fiche de l'appendicectomie, l'installation, l'état opératoire, les complications, le suivi, etc. Toutes ces étapes chirurgicales sont classées par étape, étape 1, étape 2, etc. Et on peut accéder directement aux vidéos qui sont en rapport et à la timeline de la vidéo qui correspond au temps opératoire souhaité. Donc ça nous amène à la dernière partie qui est la partie vidéo. Si on veut aller voir uniquement une vidéo d'un bloc opératoire, on peut aller directement sur l'onglet vidéo, on choisit sur la barre de recherche telle ou telle intervention, on a la vidéo et ça renvoie directement sur YouTube. C'est des vidéos qui sont cachées sur notre chaîne YouTube, parce qu'il faut accéder par l'application et ça permet donc de voir la vidéo en entier de l'intervention souhaitée. Alors là, il y a une petite vidéo, je passe. Voilà comment se présente l'application. Donc là, c'est exactement ce qu'on vient de voir juste avant. Donc on peut cliquer sur les différents onglets et donc dérouler les menus pour chercher exactement ce qu'on veut. Je vous laisse le QR code aussi si vous voulez télécharger l'application pour ceux qui ne l'ont pas encore pendant la vidéo. Voilà, ça c'est les pathologies fonctionnelles de la chirurgie non cancérologique, donc dans l'onglet non cancérologie, donc les fiches qu'on a vues tout à l'heure. Là, c'est les fiches d'urgence. Donc là, par exemple, on clique sur un fossile à gauche, sur les ischémies digestives. Et pareil, on a la fiche avec le listing. Ça, c'est selon les orientations, donc les polytraumatismes, etc., les larmes étranglées. Le TNCD, donc le lien qui transfère directement sur Google pour aller sur le site du Thésaurus. Les fiches
sont en entier, il n'y a pas de fiche pour l'instant. La partie bloc, donc là on clique sur estomac, si on veut aller voir par exemple la sleeve du poisson anoka, on peut aller la voir, la pénicectomie, etc. Là c'est l'œsophage. Je fais beaucoup d'allers-retours. Donc la fiche par exemple d'éventration péristomiale selon Kihol, donc avec les temps opératoires ici, si on clique sur mettons, le temps numéro 4, on va directement sur la chaîne YouTube avec la timeline qui va sur la découpe de la prothèse et la mise en place de la prothèse dans cette intervention par exemple. Ça c'est l'onglet vidéo, donc avec le listing de toutes les vidéos, à noter qu'il y a des vidéos qui sont vidéos chirurgicales et des vidéos qui sont des vidéos de diagnostic d'imagerie qui sont faites par le professeur Rotal à Toulouse, qui nous a gentiment laissé à disposition, donc on a remonté pour faire des formats condensés toujours, mais qui permettent les diagnostics plus ou moins compliqués, mais de toutes les pathologies chirurgicales, et qui sont commentés par donc un professeur de radiologie digestive spécialisé. Voilà. L'espace personnel, donc ça pour l'instant c'est en train d'être fait, hein, c'est pas encore complètement abouti. Mais effectivement, on a pour projet de faire un espace personnel dans lequel on peut enregistrer ses propres données, enregistrer ses interventions, les temps opératoires, avec le petit chronomètre que vous voyez là, lancer un temps pour tel ou tel, lancer un timer pour tel ou tel temps opératoire, pour l'opération en entier, et ensuite avoir des statistiques, un historique de la progression dans une intervention donnée. Le site web, donc c'est un petit peu le pendant de l'application, et tout est synchronisé l'un avec l'autre, hein, ça traite du même sujet, donc c'est une plateforme qui permet l'accès à l'ensemble des projets, donc soit les podcasts, le Digestimes, comme on disait tout à l'heure, on a tout qui est en ligne sur le site web, avec un compte personnel qui est pareil en cours de formation, mais qui sera en lien avec l'application, où on pourra avoir ces données qui sont synchronisées de la même manière, et donc les fiches qui sont toutes disponibles, et le book synchronisé, ce que je viens de dire. Donc ça c'est comment se présente le site web, c'est la page d'accueil, avec dans les ressources pédagogiques, donc les mêmes onglets que l'application, les urgences, la cancérologie, les blocs, les vidéos, etc. Et deux petits onglets qu'on a rajoutés il y a un peu moins longtemps, qui sont les accès aux ressources, donc qui sont aussi en train d'être montés, mais qui sont des liens en fait tout simplement vers les fiches. Les fiches MC, en tout cas vers quand on a accès à l'hôpital par exemple, quand il y a un abonnement, etc., pour accéder aux fiches MC sur lesquelles on se réfère, ou aux autres ressources qu'on utilise pour créer les fiches, pour aller un petit peu plus loin dans la formation. Les sessions pédagogiques sont tous les webinaires, les cours pour les docteurs juniors, etc., qu'on a mis en place un peu plus récemment, et qui sont eux disponibles directement sur YouTube, mais qui sont aussi disponibles via le site web pour aller les regarder directement sur YouTube aussi. Donc voilà, ça c'est la partie dans la médiathèque, pareil dans les vidéos, on a les vidéos et les webinaires et tutorats qui sont segmentés. Donc les vidéos, il y a de l'imagerie, de la chirurgie, et les webinaires tutorats, on peut sélectionner avec des petits boutons que vous voyez là, tutorats ou webinaires pour les sélectionner dans la liste. Donc ça c'est l'espace membre qui est en cours de formation, donc qui ressemblera à peu près à ça en version un petit peu améliorée, mais où on retrouvera toutes les informations disponibles sur le logbook, les enregistrements des opérations, etc. etc. Pour l'instant, c'est en construction. Donc, en conclusion, c'est un assistant digital qui est à la fois sur l'ordinateur, sur le téléphone, qui permet de se référer pour un jeune chirurgien en formation, avec un suivi d'apprentissage qui va être en cours, un logbook, des statistiques personnelles, une rétrospective sur sa formation. C'est gratuit, c'est intuitif, c'est accessible, et on espère que ça vous plaît. Merci beaucoup, Quentin. Un dernier projet à vous présenter, c'est celui d'anatomie chirurgicale, par Antoine Matibet. Et ça, c'est un des derniers projets qui est né cette année, où on cherche à développer des vidéos de formation, vous allez le voir, basées sur l'anatomie au laboratoire d'anatomie. Sachez qu'il y a un laboratoire d'anatomie rattaché à chaque CHU en France, chaque faculté, qui est très peu utilisé. Et ce projet, il a pour vocation de remettre l'anatomie au centre de notre formation. Et donc vous allez le découvrir, c'est un nouveau format de vidéo et j'espère qu'il vous plaira.
Merci Bastien. Moi je suis Antoine Mativet, interne de chirurgie digestive au CHU de Nîmes-Montpellier. Et donc je vais vous présenter ce projet d'anatomie chirurgicale, puisque on a tous déjà entendu cette phrase, je pense, pas la première fois sur le patient, qui est partie du constat qui a été présenté par Quentin dans l'enquête de la JCV tout à l'heure, mais qui vient aussi du rapport de l'Académie nationale de chirurgie en 2014, c'est qu'il y a une insuffisance de formation des internes en chirurgie, mais que cette formation elle ne peut pas se réaliser que dans le cadre du bloc opératoire. Il faut un programme de formation complet qui inclut un travail personnel, mais aussi l'accès à de la simulation et entre autres des sujets anatomiques au laboratoire d'anatomie, puisque comme le dit le professeur Baquet, qui est professeur d'anatomie à Nice et qui est membre du CNU d'anatomie, l'anatomie c'est au chirurgien ce que l'entraînement physique est au sportif de haut niveau. On ne peut pas faire de chirurgie sans connaître l'anatomie. Et ça passe par deux types d'apprentissage, un apprentissage personnel dans les livres, mais aussi une répétition procédurale qui ne peut avoir lieu qu'au laboratoire d'anatomie. J'ai repris les résultats qui ont été déjà présentés par les précédents orateurs, à savoir que 26% des internes n'ont pas de formation théorique et près de la moitié n'a pas accès à la simulation sur spécimen anatomique. Et quand on a accès, c'est de qualité extrêmement inégale. Savoir qu'il n'y a pas forcément de formateurs présents, on peut y aller qu'une fois dans un semestre. C'est donc de ce constat que sont nés les différents formats que je vais vous présenter là, à savoir le premier, c'est un contenu vidéo de vidéo d'anatomie chirurgicale qui combine une dissection cadavérique filmée et des illustrations sous forme de planches anatomiques des différents temps chirurgicaux pour comprendre toutes les bases anatomiques du geste chirurgical et pouvoir le réaliser en sachant exactement, en connaissant exactement les bases, plus réaliser de répétition procédurale automatique sans comprendre, parce que j'ai vu que mon chef faisait à peu près comme ça, donc je reproduis le geste sans comprendre pourquoi il faut le faire. Donc je vais vous présenter un extrait de la première vidéo qu'on a réalisée sur une hémicolectomie droite pour cancer par la parotomie. Je vais me concentrer seulement sur un temps, parce que la vidéo totale fait plus de 15 minutes. Je vais me concentrer sur le temps de l'exérèse complète du mésocolon. Donc, où on part, donc on a réalisé toute notre dissection, on présente là la distribution des pédicules vasculaires du côlon droit. On a vu apparaître le plan de section de la CME et ça s'arrête. On réalise la section digestive et ensuite on effondre le péritoine, d'abord dans un plan vasculaire en se servant du pédicule vasculaire iléocolique comme repère et en ligaturant toutes les branches qui viennent de la droite de ce pédicule, puisque toutes les branches qui viennent de la droite du pédicule mésentérique supérieur sont à destinée colique. Et dès qu'on rencontre un pédicule vasculaire, on le sectionne entre ligatures. Et on remonte comme ça jusqu'à la zone de section colique. Et là, ensuite, on voit la pièce en fin d'intervention. Et donc ensuite, on met en place, juste après ça, la planche d'anatomie pour bien comprendre ce qu'on vient de voir. Donc on met en place le côlon droit, la dernière anse iléale, la première anse jéjunale avec le mésentère, l'artère mésentérique supérieure et ses branches, ici le pédicule iléocolique, avec ses branches appendiculaires, sécales, iléales, coliques ascendantes, les pédicules coliques, droit et angulaire droit. Je n'ai pas représenté là le pédicule colique moyen, mais le principe reste le même. On voit aussi l'artère mésentérique inférieure avec l'artère de l'angle colique gauche, l'arcade de Riolan, et ensuite on place les nœuds lymphatiques, les groupes épicoliques, les groupes paracoliques, et les groupes des différents pédicules, iléocolique, colique droit, colique moyen. Et quand on voit ça, on comprend le curage ganglionnaire du côlon droit avec le plan de section qui apparaît là. Donc ça, c'est dans la vidéo complète, on a ça pour chaque temps anatomique. On a les bases anatomiques du décollement colo-épiploïque, les bases anatomiques de ce que c'est que le décollement du fascia de tôle, des rapports postérieurs, donc tous les temps qui sont importants à connaître pour réaliser une colectomie droite.
J'arcache juste une petite précision, hein. On l'a dit, c'est les journées d'anatomie interassociative, association des uros, des gynécologues, des chirurgiens digestifs. 4e édition en 2026 à venir, ces 2 journées. C'est toujours l'idée à chaque année, on change de laboratoire d'anatomie en France pour permettre à tout le monde de découvrir le laboratoire d'anatomie, de lui redonner une dynamique. Et l'idée est réellement d'avoir des cours interactifs entre le tableau noir d'experts et la dissection cadavérique qui est offerte. Et souvent, on l'espère de plus en plus sur cadavres revascularisés grâce aux nouvelles technologies. Donc voilà, et le dernier support qu'on va présenter, c'est l'anatomie chirurgicale immersive en première personne. Prévenez l'anesthésiste parce qu'il peut y avoir des décompensations cardiaques et des arrêts cardiaques au moment de l'ouverture du péritoine quand la pression baisse d'un coup. Normalement, avec 3 coups de bistouri, vous devez pouvoir vous exposer de haut en bas. Il y a 3 compresses par cadran, donc vous commencez par l'hypocondre gauche. Je vais en mettre qu'une pour les économiser. Après, c'est le flanc. Vous faites le truc très systématique, flanc gauche, vous en mettez 2 ou 3, ça dépend de dans le hiatus de Winslow. Ici, en arrière du pédicule hépatique, vous voyez apparaître l'index à travers le petit épiplomb, la pars flaccida, la partie flaccide du petit épiplomb rénal gauche. Donc il faut ouvrir le péritone pariétal postérieur, déciser. Là on arrive à la face antérieure de l'aorte. La veine rénale gauche, vous voyez, elle est juste au-dessus. Il faut l'ouvrir en pensant que derrière il y a l'urtère quand même, donc il ne faut pas aller trop profondément. Et d'un coup d'un seul, vous ouvrez cette racine du mésentère, d'un seul coup de ciseau inférieur, que vous avez commencé à exposer par une manœuvre de Kattelbrach. Et là, vous faites une manœuvre de Kocher qui consiste à sagittaliser le duodénum, le deuxième duodénum, et vous pouvez aller comme ça jusqu'au bord gauche de l'aorte. Voilà, donc je vous ai présenté un peu tous les supports d'anatomie chirurgicale qu'on a pu mettre en place et qu'on va continuer à développer pour pallier à ce manque de formation. Je vous remercie. Donc voilà l'ensemble du panel qu'on développe à la JCV, pour lequel j'invite tout interne, tout jeune chirurgien qui est motivé à nous rejoindre, à nous aider à développer ce support parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et c'est surtout pour vous. Donc l'idée est que vous participez au développement, que tous ensemble, en fait, tout interne, tout jeune chirurgien, on participe à cette émulation et à la construction de notre savoir et à l'optimisation de ce savoir. Donc on passe à Damien Touzeau, qui est représentant Intuitive, qui va nous présenter le programme de l'AFC de la chirurgie robotique. Et en fait, ils ont mis un programme en place il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, pour aider les jeunes chirurgiens à la formation à la chirurgie robot-assistée. Ça se passe sur 1 an, tout au long de l'année, sur plusieurs sessions. Et il y a des résultats assez intéressants, des jeunes chirurgiens qui sont très intéressants, beaucoup de candidatures et des bons retours. Donc il va nous présenter ce projet-là, qui j'espère un jour vous pourrez tous participer. Sébastien, merci à la JCV de donner ce temps de parole. Déjà bravo à toutes les initiatives que vous avez pu nous présenter, c'est bluffant, bravo. Donc là je vais vous présenter au nom de l'AFC également le curriculum robotique, donc qui a été fait et mis en place il y a effectivement 3 ans. Donc l'objectif c'est pour chaque participant de réaliser l'intervention au robot chirurgical en assurant
bien évidemment la sécurité du patient et de l'équipe au bloc opératoire au terme du curriculum. Donc ça se déroule sur une période d'1 an, donc de novembre à octobre de l'année +1. Donc les participants, on a ouvert du coup aux chefs de clinique. Donc il y a eu pour ce curriculum de cette année 10 participants. Donc il y a également des encadrants, donc dans des sous-spécialités bien spécifiques. Donc c'est 3 chirurgiens digestifs qui sont sélectionnés par l'AFC. Le premier cursus a eu lieu en 2022-2023. Donc là, actuellement, effectivement, la 3e année. Donc, 30 chefs de clinique ont été formés jusqu'à maintenant. Voici les critères de sélection des participants. Donc, effectivement, être chef de clinique en chirurgie viscérale et digestive. Il faut que le centre ait un service proposant une activité de chirurgie robotique déjà installée, avec un système d'Avinci. Un accès à une plateforme de simulation en réalité virtuelle robotique. Un accompagnement par un chirurgien senior sur le site de formation, très important, et une adhésion à l'AFC non obligatoire se fera après la candidature si elle est retenue. Au niveau de l'appel à la candidature, donc il y a une mailing list qui a été faite par l'AFC récemment. Donc si vous voulez candidater, vous pouvez envoyer un mail à afc10@wanadoo.fr ou passer sur le stand de l'AFC pour avoir de plus amples renseignements. Donc on vous demandera une lettre de motivation comprenant les critères de sélection, une lettre d'engagement du chirurgien senior qui vous accompagnera durant cette année et un curriculum. Donc l'ensemble des candidatures sera revu par les porteurs du projet avec une annonce des résultats et retours de mail. Le rôle du senior, je disais, c'est important, donc il y a une lettre d'engagement de sa part qui est demandée. Un encadrement sur site avec formation théorique et pratique, donc il veillera à l'implication du candidat dans l'activité robotique du service. Il garantira la participation du candidat aux journées de laboratoire, garantira également un accès au bloc opératoire pour remplir les objectifs côté patient, côté console et autonomisation. Et enfin, il évaluera le candidat selon la grille GIA. Voici le schéma, le déroulé de cette année, donc le curriculum qui est de 2024-2025, qui va bientôt se terminer. Donc il y a trois sessions à l'IRCAD sur le modèle porcin ou modèle anatomique, avec, comme je vous disais, un intervenant à chaque fois sur une sous-spécialité différente. Donc il y a la bariatrie, il y a le HPV, il y a le colorectal. Et enfin, en fin de cursus, on rajoutera cette année une visite d'un chirurgien expert. Et enfin, la soumission des vidéos qui sera faite en fin d'année. Donc les rappels des critères, donc les participants doivent valider le e-learning et le in-service pour valider ce curriculum. Utiliser de façon assidue l'application MindDuty qui vous permet de suivre toutes vos procédures chirurgicales que vous aurez fait au long de votre carrière. Valider les exercices de simulation à 80%, participer à au moins 20 procédures côté patient et 10 côté console, remplir le cahier des charges côté patient et côté console, présenter le carnet de route pour évaluation. Et enfin, les participants recevront un certificat d'équivalence au terme de ce curriculum qui est valable dans le monde entier. Si l'ensemble des objectifs ne sont pas atteints, l'AFC se réserve le droit de fournir le certificat d'équivalence au candidat. Donc là, c'est une petite étude qui a été faite par Christophe Town, qui est responsable pédagogique, qui sera certainement publiée prochainement. Donc on voit entre la session 1 et la session 2 sur des exercices bien précis, donc là le clutch pour le premier, le 3-arm relay sur le second, la progression finalement entre la session 1 et la session 2 de l'IRCAD. On a également d'autres évaluations qui sont faites sur les scores GIR. Donc les scores GIR prennent en compte, vous voyez sur la partie droite de l'écran, différents critères, donc l'efficience, la perception dans l'espace, l'autonomie, le contrôle de la robotique. Et là, on a évalué du coup tous les participants entre le laboratoire, la deuxième session de laboratoire et la troisième session. Et on voit bien la progression qui a été faite entre ces deux sessions. Et enfin, on a eu un retour aussi des participants, donc le ressenti des participants. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Donc on voit que la plupart des participants sont très satisfaits de cette formation. Donc on aura du coup à postuler. Donc cette année, donc 2025-2026, donc on a augmenté le nombre de participants, on a 12 participants pour cette année. On a également des modèles réalistes qu'on appelle kind art à la place du modèle animal, on essaie de limiter un petit peu le modèle animal. Et la visite en cours, la visite en centre expert qui sera faite à la fin du cursus sur septembre-octobre. Donc là on a remis du coup sur cursus sur 2025-2026, vous voyez c'est exactement la même chose, si ce n'est qu'on a rajouté la participation dans la pratique 3 automatisation en bas à droite sur les centres experts. Donc là les centres experts sont membres de l'AFC et
on peut aller dans les sous-spécialités aussi que vous visez, donc HPB, colorectal, bariatrie, parois, différents centres experts. Donc là, quelques photos du curriculum. Donc là, les soirées scientifiques. Donc l'expert intervient et montre des vidéos, montre des pratiques. Donc c'est un petit comité, c'est vraiment très convivial. Et ensuite, on se retrouve le lendemain matin dans les labos d'IRCAD. Une très courte présentation, mais l'objectif, c'est vraiment de la veille de parler, de montrer les topos et de se concentrer sur l'IRCAD et d'avoir vraiment une séance de pratique toute la journée, du matin jusqu'au soir, pour optimiser le laboratoire. Voilà, donc la dernière slide, donc je vous invite à rejoindre le stand de l'AFC si vous voulez postuler. C'est vraiment l'AFC qui est titulaire de cette formation, même si c'est leur soutien avec Intuitive. Et à postuler, on a des très bons retours. Et si la robotique vous intéresse, je pense que c'est un très très bon parcours. Est-ce que vous avez des questions, peut-être? Questions? Merci. Eh bien, parfait, merci beaucoup. Et donc, on va arriver à la dernière étape de cette session. Merci beaucoup à tous ceux qui sont présents. Et je vais inviter le professeur Bismuth à me rejoindre, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous pour discuter de son livre. Je vais juste installer le chaises. Donc, on va... Donc, professeur Bismuth, je crois que son nom parle pour lui-même. Je crois que je n'ai pas besoin de le présenter. Tout le monde le connaît, il est connu mondialement. Fondateur de nombreuses associations. Il a dirigé le centre Paul Brousse pendant de longues années, toute sa carrière quasiment, donc ça va être très intéressant pour nous de l'interviewer. Il a récemment rédigé son livre, son autobiographie. On va lui poser quelques questions et à la fin, je pense que si vous-même vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Il a ramené avec lui quelques livres, donc c'est aussi l'opportunité pour vous de le découvrir si vous êtes intéressé. Bonjour, professeur Bismuth. Bonjour, laissez-moi d'abord vous dire que j'ai assisté avec un grand plaisir à votre réunion. Vous faites beaucoup de choses et vous êtes une association. Vous savez, l'association, c'est une force. Et un interne seul, chef d'équipe seul, quand il se réunit avec d'autres, développe des idées, et tout ce que vous avez montré, c'est très intéressant. Donc il faut vous développer, d'ailleurs, c'est ce que vous avez le projet de faire, donc c'est très bien. Merci. Voilà. Effectivement, l'association, je pense, est au cœur de la formation désormais de nos jours. Donc c'est comme je le dis, c'est pour les internes, par les internes, c'est dans ce but-là. Alors non, j'ai aussi le plaisir d'être là, je vais vous dire pourquoi. Parce que ces écrits que j'ai faits, en fait, s'adressent en premier à vous. S'adressent aux jeunes chirurgiens. Et j'ai pensé que vraiment, si j'avais un message à faire, c'était aux jeunes chirurgiens. Et donc vous êtes vraiment le public à qui je m'adresse en premier. Voilà. À vous. Donc finalement, ce qui vous a motivé à rédiger ce livre, c'est ce message à faire passer aux jeunes chirurgiens. Alors, comme première question, donc, votre livre, il témoigne réellement de l'excellence nécessaire en chirurgie. Réellement, je le conseille à tout le monde. On ressent vraiment l'ensemble de la carrière et des événements que vous avez vécus en le lisant. On ressent cette excellence que vous avez atteinte. Et donc au final, pour atteindre une telle excellence au cours de votre formation ou de votre carrière, est-ce que vous avez eu des personnes inspirantes qui vous ont aidé tout au long de votre parcours, que vous vous êtes même rappelé dans les moments difficiles? Écoutez, je pense que, moi, mon premier souvenir chirurgien, j'étais un premier semestre d'interne en chirurgie, c'était le chirurgien qui était l'assistant principal du service, et que j'ai aidé à opérer. Il était remarquable, c'était un chirurgien extrêmement méthodique. Il avait mis sur sa table ses instruments et il mettait chaque fois uniquement les instruments dont il avait besoin. C'était remarquable. Il faisait une gastrectomie avec 10 instruments. Pas l'instrumentiste, il se servait de lui-même. Et je marquais tout, mais vraiment tout. Et au début, on marque le moindre geste, parce qu'on ne sait rien. Le nœud, il faut apprendre à faire les nœuds, à choisir les instruments, etc. Et j'ai pensé que c'était, en pensant à la musique, le solfège. Vous apprenez les notes. Et bien ensuite, je vous le dis, au cours de ma carrière, je me suis aperçu que on apprend d'abord le solfège, ensuite, on apprend les morceaux. On fait de la musique, on apprend les morceaux. On est un soliste. Après, plus tard, on a l'équipe. Et on devient chef d'orchestre. Après, donc, le solfège,
le soliste, le chef d'orchestre, et à la fin, on découvre les interventions, c'est le compositeur. Donc je pense que dans votre carrière chirurgicale, vous avez traversé, comme moi je l'ai fait, ces différentes étapes. Alors maintenant, pour répondre précisément à votre question, le mentor. Alors le mentor, c'est très important. C'est celui où vous en trouverez plusieurs, peut-être un plus important qu'un autre, et il faut le copier. Il faut s'inspirer au maximum de lui. J'en ai eu un, dont je parle dans le livre, et je l'appelle monsieur, tout le temps. Même maintenant, quand j'en parle, je l'appelle monsieur. C'est le seul que j'appelle monsieur. Je ne peux pas l'appeler par son prénom. Voilà. Et donc, monsieur, c'était monsieur Epp, qui était un chirurgien biliaire, pas hépatique, biliaire. Je considère maintenant qu'il m'a tout appris. J'étais chez lui en dernière année d'internat, et je lui ai demandé un poste de chef clinique, il me l'a donné, et je suis resté avec lui 6 ans. Et pendant ces 6 ans, premièrement, je suis reparti à zéro. Avec tout ce que j'avais acquis, je suis reparti à zéro. J'ai tout effacé et je me suis mis à apprendre. Mais vous savez, c'est pas seulement la chirurgie, c'est pas seulement l'acte chirurgical, il m'a appris ça. Il m'a appris, en l'observant, les gestes chirurgicaux. Je suis parti à zéro. Et après, il m'a appris à l'indication. Et ça, c'est très important. J'en parlais plusieurs fois, mais ça, c'est très important. Et donc, je me suis mis, j'ai essayé de me coller à sa pensée. En opérant, il ne m'a jamais aidé. Il opérait dans le silence, et j'observais tout ce qu'il faisait. Et tellement, avec le temps passé, parce qu'il m'a pris comme son aide habituelle, il s'est aperçu que je m'intéressais beaucoup à ce qu'il faisait, et j'opérais avec lui. J'opérais comme lui. C'était une opération avec 2 mains, c'est qu'il opérait, mais 2 têtes. Et à la fin, il s'en est aperçu. Et dans les opérations difficiles, il me disait « Et maintenant, où va-t-on? Où va-t-on » Et je discutais avec lui. Donc, quelquefois, je lui disais « Non, ça c'est trop simple, vous allez, je n'osais pas, vous allez faire ça. » Et bien voilà, donc il y avait cette discussion, il me demandait toujours « Où va-t-on? Que fait-on » etc. Il savait que je suivais les opérations. Et ça, quelquefois, on le voit, un aide opérateur, vous avez l'externe qui tient les carteurs. Il y en a qui sont là, qui même vous poussent. Et il y en a qui, on voit les carteurs qui se relâchent, là, presque ils vont s'endormir. Ceux-là, ils n'ont aucun intérêt. Hein. J'ai presque envie de leur dire, il faut arrêter la chirurgie. Hein. C'est pas, parce que tout est intéressant. Voilà. Donc, le mentor, c'est très, très, très important. Il vous apprend plus qu'opérer, il vous apprend l'art de la chirurgie. J'en parlais, l'art. Et donc, monsieur Epp. C'était monsieur Epp. Qu'on découvre dans le livre. Ah oui, c'est sûr. J'avais une telle admiration pour lui que j'ai dit un jour, il s'appelait Epp, H-E-P. Et j'ai dit, un jour, hépatologie, ça devrait porter 2 P. Alors cette excellence, toujours, elle se nourrit aussi de la relation qu'on construit en tant que médecin, chirurgien avec le patient. Ah. Et après votre carrière, après une telle carrière, est-ce que finalement vous avez un sentiment de tâche accomplie auprès du patient? Ou est-ce que vous avez presque un sentiment encore de soif et de toujours vouloir en faire encore un peu plus? Comment vous vous sentez après une telle carrière? Parlons d'abord du patient. Vous savez, en fait, interrogez-vous. Vous êtes chirurgien. Vous apprenez, notre objectif est d'apprendre la chirurgie, d'apprendre des techniques chirurgicales, etc. Mais ce n'est pas l'objectif. Vous confondez le moyen et l'objectif. Car l'objectif, c'est le patient. Tout ce que vous apprenez a comme objectif de faire la chirurgie. Faire la chirurgie sur le patient. Et en fait, vous n'allez pas opérer un patient, vous allez le traiter. Vous allez le traiter avec des moyens chirurgicaux. Vous savez, je dis quelquefois,
Un chirurgien, c'est un médecin qui opère. Parce que le médecin utilise des médicaments. Et vous, vos médicaments, c'est les gestes chirurgicaux que vous faites. Quelquefois, je suis un peu critique. J'ai observé certaines chirurgies dans ma vie, et j'ai dit, ces chirurgiens ne sont pas des chirurgiens. Ce sont des opérateurs, des techniciens opératoires. Ils opéraient très bien. J'en ai vu dans ma carrière. Ils opéraient très bien, mais ils ne traitaient pas les patients. Ils faisaient des opérations. Alors, votre objectif, c'est de traiter le patient. Ce n'est pas facile. Voilà. Ce n'est pas facile. Alors, je vais vous dire, le métier de chirurgien est un métier difficile. C'est un métier difficile parce qu'il demande beaucoup de choses. Comme je dis, c'est un médecin qui opère. Vous êtes médecin, examinez le malade, parlez avec lui, voir la famille. Quelquefois, je suis en salle d'opération, vous êtes en salle d'opération, vous sortez à 4h de l'après-midi, vous avez fait quoi? Vous avez fait de... Mais après, il faut voir les malades, il faut discuter avec les autres, déterminer l'intervention, faire le staff, refaire la visite le soir avant de partir. Donc, tout ce qui est passé avant, c'est comme si vous avez ouvert des boîtes de médicaments, quoi. Et après, vous êtes médecin. Donc, j'insiste beaucoup. Chirurgien, c'est un médecin qui opère. Et on découvre aussi la formation d'avant, dans votre livre. 4 ans d'internat général. Une formation qui finalement contraste avec celle d'aujourd'hui, qui est une formation assez spécialisée, on la connaît tous, voire même hyper spécialisée dans certains centres. Quel est votre sentiment face à cette formation d'aujourd'hui? Presque, j'ai envie de vous demander, si vous étiez à notre place au jour d'aujourd'hui, jeune chirurgien, comment vous envisageriez cette formation qui est tellement contrastante par rapport à la vôtre? Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, entre un chirurgien cardiaque et un chirurgien orthopédique, c'est vrai, c'est très différent. Je parlerais plutôt de chirurgien digestif. Vous savez, chirurgien digestif, l'abdomen, c'est un tout. Et moi, j'ai fait de chirurgie digestive. J'ai fait beaucoup d'œsophage. Il faut dire qu'à l'époque, la chirurgie hépatique n'existait pas. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand j'ai commencé mes premières opérations, on m'a dit, tu vois cet organe, il est sans forme, il est plein de sang, il ne faut pas y toucher. Et je suis tombé amoureux d'un organe intouchable, non chirurgical. Toute ma vie, je me suis consacré à lui, et il est vrai qu'au début, il n'était pas... Je vous assure, dans les années, quand j'étais même chef de clinique, il y a eu un rapport qui a été fait sur les hépatectomies droites, 50% de mortalité, hépatectomie droite. Bon, maintenant, vous connaissez l'anatomie de Quinault. Mais Quinault a décrit sur l'anatomie, a publié son livre en 1957. C'était magnifique, les segments. Moi, j'ai étudié ça. J'étais enseignant d'anatomie, j'étais aide d'anatomie, prosecteur d'anatomie, donc j'ai étudié l'anatomie. J'ai découvert le livre de Quinault, c'était à cette époque-là, c'est merveilleux. Mais je dois vous dire que la réalité, c'était pas utilisable. Les segments, c'était pas utilisable. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas. Mais à l'époque, il n'y avait aucun moyen d'explorer le foie. Le tube digestif, il y avait les transits barités, la barite, il y avait l'endoscopie, le foie, il n'y avait rien. Il y avait uniquement la scintigraphie. En 1970, il y avait la scintigraphie. Et scintigraphie, à l'époque, on voyait des grosses images. L'échographie, qui était le premier moyen d'explorer le foie, est apparue en 80, l'échographie. Et enfin, on a pu découvrir les petites tumeurs du foie. Avant, on découvrait les tumeurs du foie quand elles étaient symptomatiques, c'est-à-dire quand il y avait les symptômes, la jaunisse, la fièvre, l'ictère, la douleur, c'était trop tard. C'est de très grosses tumeurs. Comment faire les interventions de Quinault, de segments, quand on avait des tumeurs de 10 cm de diamètre? C'est impossible, vous avez des larges hépatectomies. Donc, la chirurgie du foie, moi je considère que la chirurgie du foie est née au début des années 80. Vous voyez, qui n'est pas très vieille par rapport à d'autres.
elle a quoi, 45 ans, elle a fait de sacrés progrès, hein, vraiment. Mais je ne voudrais pas parler de la chirurgie du foie, restons dans le général, c'est-à-dire la chirurgie. Exactement, j'insiste, quand dans votre livre, on découvre que finalement vous avez fait un stage d'orthopédie, un stage en chirurgie cardiaque, un stage dans quasiment toutes les disciplines, vous n'avez presque pas fait de chirurgie digestive au début de votre internat. C'est vrai. Vous avez mis longtemps avant de se tourner vers la chirurgie digestive. Oui, écoutez, moi je pense que, bon, aujourd'hui je conseillerais quand même de faire d'abord la chirurgie digestive. Je pense que un chirurgien du foie, ou hépatobiliaire ou hépatobiopancréatique, doit connaître la chirurgie digestive et commencer par ça, pour les grandes règles, hein, c'est les grandes règles de la chirurgie. Et ensuite, je dirais moi à partir de la 3e année, faire de la chirurgie digestive. Mais ça n'empêche pas de s'intéresser à la chirurgie du foie, par exemple, si vous prenez la spécialité digestive foie, en faisant des travaux laboratoires, en travaillant sur la chirurgie hépatique et en faisant du laboratoire, de la recherche. Faites la recherche sur le foie, voilà. Et là, alors, le domaine est énorme. Comme je le dis, j'ai comparé au début de mon livre le foie aux autres organes, et j'ai dit que, moi c'était l'attrait que j'ai eu pour cet organe. Bon, c'est vrai, le rein, c'est un filtre à eau, le poumon, c'est un filtre à air, le cœur, cet organe que l'on met en premier, c'est une pompe, hein, c'est un muscle. Le cœur, c'est un muscle. On dit qu'il est le siège des émotions, c'est pas vrai. En revanche, il y a 2 organes nobles. Un, le foie qui est le laboratoire de l'organisme, et le cerveau, qui, alors lui, c'est la vie extérieure. Alors que le foie, c'est la vie intérieure. Regardez bien, le cerveau, il est branché sur l'organe d'essence, sur la locomotion, et voilà, c'est des affaires étrangères. Alors que le foie, c'est tout ce qui est l'intérieur. Voilà, j'ai dit, le cerveau, c'est comme le président de la République, il s'occupe de l'extérieur, alors que le foie, c'est le chef de gouvernement, avec tous les autres organes, c'est lui qui les nourrit. Là, le foie nourrit tout, il nourrit tous les autres. Voilà. Et donc, je dis quelquefois, c'est pas très bien de le dire maintenant, m'a-t-on dit. Ma femme m'a critiqué quand j'ai dit le cerveau c'est l'homme, c'est le guerrier qui va chercher la nourriture, qui va chercher les bêtes, qui protège, c'est l'homme. Et alors que la femme est au foyer, s'occupe des enfants, les enfants c'est tous les autres organes, nourrir. Elle m'a dit ça c'est sexiste, ça. On ne peut pas parler de ça. Alors j'en parle pas, j'ai pas dans le livre, mais j'étais. On va passer à autre chose. Alors vous avez parlé d'anatomie, vous étiez prosecteur d'anatomie. Oui, prosecteur. J'enseignais l'anatomie. C'est plus trop de nos jours, hein, mais. J'enseignais, c'est très important. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a fait. C'est très important l'anatomie. L'anatomie, ça aide au geste chirurgical. Voilà, donc, moi, j'isole l'apprentissage du geste chirurgical, qui doit être parfait. Voilà, c'est tout. Il doit être parfait, vous devez le maîtriser parfaitement, et ça, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que la main obéit au cerveau. Chirurgien, c'est pas un bon terme, parce que chiros, c'est la main. Chirurgien, c'est le seul métier dans lequel la main est dedans. Chiros, la main. Chiros, c'est l'art de... Chirurgie, c'est l'art de la main. Voilà. Et je dis, et c'est pas moi qui le dis souvent, c'est Ambroise Paré, la main obéit au cerveau. On opère avec le cerveau. Et la main suit. C'est rare, un chirurgien maladroit de ses mains, c'est rare. Il est maladroit de la tête. Alors on l'a dit avant, vous-même décrit, le métier de chirurgien, c'est un métier difficile, qui demande beaucoup de temps. Ouais. On opère, on finit à 16h, comme vous l'avez dit, après faire la contre-visite, les staffs, on connaît tout ça, on finit tard. Dans tout ce temps que vous avez passé au bloc opératoire, malgré ça, malgré tout ce temps-là, est-ce qu'il y a des éléments dans lesquels vous avez investi pour vous ressourcer, avoir une santé mentale solide, pour faire face à tout ce que vous avez construit? Vraiment, la chirurgie, même la pratique intensive de la chirurgie n'a jamais altéré ma santé mentale. Mais il y a quelque chose quand même. Il faut aimer ce métier. Il faut aimer ce métier. Alors, premièrement, pour une première raison,
Il faut aimer ce métier parce que, et là je vais citer le plus grand d'entre nous, Hippocrate. Vous savez ce qu'il a dit, Hippocrate? Il a dit, l'amour du métier, c'est le respect d'autrui. Je reviens en patient. Le respect d'autrui, c'est quoi le respect d'autrui? C'est donner à l'autre ce qu'il y a de mieux. C'est ce que vous dites. En fait, quand vous avez un patient en face de vous, vous devez lui donner tout ce que vous connaissez par votre expérience, premièrement. Deuxièmement, par tout ce que vous avez appris, depuis la faculté jusqu'au congrès, etc. Et tout ceci fait un ensemble de connaissances et vous allez lui offrir. Si vous ne les possédez pas, moi je pense l'honnêteté de dire je ne vous opère pas. Vraiment. Je le fais. Si quelqu'un vient me voir, que vos anciens malades viennent me voir, parce que vous opérez d'une intervention hépatobiliaire, pour autre chose, parce qu'ils ont confiance en moi. Je dis non, je vais vous adresser à un collègue qui a la même expertise de moi, mais dans le domaine qui est celui de votre maladie actuelle. Ça, je ne le ferai pas. Enfin, j'opère. Donc, ça s'appelle le respect d'autrui. Mais c'est valable dans tous les métiers. Bon, Hippocrate l'a dit pour les médecins, mais c'est valable dans tous les métiers. Dans tous les métiers, même un plombier, voilà, il faut qu'il vous respecte. Il ne va pas changer toute la tuyauterie alors qu'il faut changer simplement un petit bout du robinet. Voilà. Ou un garagiste qui change tout le moteur alors qu'il faut déboucher le carburateur. Voilà. Malheureusement, ça existe pour les chirurgiens qui ne savent pas et qui font une intervention extensive alors qu'il y a peut-être un petit geste à faire. Ça aussi. C'est l'indication. L'indication technique et l'indication par rapport au malade. Donc voilà. C'est la passion. Mais, passion alors, je reviens. Non, je reviens, il faut. Parce que je réponds à votre question. Je n'ai pas du tout souffrir d'être un chirurgien intensif. Je n'ai pas souffert. Mais j'avais mon métier. Alors, il y a une très belle phrase, c'est de Confucius. Il dit, si vous aimez votre métier, vous ne travaillerez jamais. Aussi simple que ça. C'est vrai. Donc voilà, je réponds à votre question. Écoutez, quand j'étais jeune interne, je prenais des gardes supplémentaires. Je disais, je n'étais pas marié à l'époque, et je disais à mes collègues, si tu veux, je prends ta garde. Elle n'était pas payée à l'époque. Si tu veux, je prends la garde. Parce que j'étais avide de savoir. Ça ne m'a pas pesé du tout, vraiment, pas du tout. Donc, si vous aimez ce que vous faites, comme a dit Confucius, vous ne travaillez pas. Et alors, dans votre carrière, vous avez été à l'origine de nombreuses innovations, de nouvelles procédures de la chirurgie hépatique en elle-même. Vous le voyez aussi de nos jours, on opère désormais avec le robot, on vient de le voir, la formation robot assistée. Il y a même l'intelligence artificielle qui va arriver. Quelle est votre vision face à cet avenir qui nous réserve sur les 20-30 prochaines années? Si vous avez une vision, comment vous voyez l'évolution de la chirurgie? Alors, il m'est arrivé, vous faites allusion au livre. Dans le livre, j'ai mis un prologue. Enfin, mon éditrice a dit, il faut le mettre. J'avais écrit ça comme ça. Ça s'appelle l'histoire d'un homme qui voulait être un artiste. Et cet homme s'est aperçu qu'il n'avait pas de talent. Aucun talent spécial, il ne savait pas dessiner, il n'avait pas de sens des couleurs, et il n'avait pas de sens du volume, il n'avait pas d'oreille musicale. Et bon, il voulait être un artiste, mais malheureusement pas. Et puis, la pression sociale a fait qu'il devient médecin, par goût il est devenu chirurgien, et puis il est devenu un bon chirurgien, il aimait son métier, etc., etc. Et puis, arrive le robot. Et puis le robot, alors là on va vers le futur maintenant. Le robot apprend l'intelligence artificielle, il connaît tout, il connaît toutes les techniques chirurgicales, il connaît les indications, il opère. Il opère très bien. Et donc, ce chirurgien voit le robot et lui dit, mais je te vois opérer, c'est formidable, ce que tu fais, je t'admire. Et le robot lui dit, oui, c'est vrai. Il dit, ouais, tu vois, l'homme chirurgien dit, tu vois, moi, quand j'ai un malade opéré, je réfléchis au type d'intervention, beaucoup, quelquefois j'hésite entre l'une et l'autre, quelquefois je demande au malade, j'essaye de comprendre ce que veut le malade, j'hésite, quelquefois il m'arrive même au cours d'intervention de changer d'intervention, quelquefois même je fais quelque chose de différent. Alors le robot lui dit, ah mais ça, c'est pas de la chirurgie, la chirurgie est une science.
Et l'homme lui dit, mais alors moi, qu'est-ce que je fais? Ce que tu fais, c'est de l'art. Voilà. C'est pour ça que je dis l'art de la chirurgie. Voilà, gardez ça à l'esprit, l'art de la chirurgie. Et un petit peu, ça, il y a la technique au fond, il y a la technique, mais il y a tout ce qui est cette émotion dont on a besoin pour le métier de chirurgien. Voilà. Alors voilà, ça, pour vous dire que le robot, maintenant, le robot va peut-être dépasser ça. Aujourd'hui, on dit ça, on dit qu'il n'a pas d'émotion, peut-être qu'un jour, il ira plus loin, je ne sais pas. Mais voilà ce que je pense aujourd'hui du robot. Assisté sera peut-être toujours un petit peu assisté. Alors maintenant, pour le futur, alors là, on a parlé tout à l'heure de la spécialisation. C'est vrai, bon, écoutez, il y a quelque temps, j'étais en Corée, ils font très bien les donneurs vivants. Et alors, le chirurgien que je vais opérer, il est arrivé, ses assistants avaient déouvert le malade, enlevé le foie, etc. Il vient, il y avait le foie. Et donc, quand il commence l'intervention, il fait les premières structures vasculaires et toute la structure de l'artère hépatique. Il se recule, et il y avait 2 jeunes chirurgiens derrière lui, hop, qui sont venus, ils avaient des loupes, et ils ont fait la chirurgie vasculaire. Ensuite, ils sont écartés, il y a un autre chirurgien qui est venu, qui a fait la chirurgie, qui a fait l'anastomose biliaire. Autrement dit, ils ont découpé l'acte chirurgical en gestes spécialisés. Alors, peut-être que justement, grâce au robot, qui peut travailler à distance, on peut imaginer dans une même ville qu'il y ait un service très spécialisé dans un type de chirurgie. Et que, à un moment, dans une intervention, on demande l'assistance de cette équipe, même averti à l'avance à quel moment on aura besoin d'aide, qui à ce moment-là prenne la main et fait le geste chirurgical. On peut même imaginer que dans une même ville, il y ait des centres comme ça, qui soient le centre, par exemple, chirurgie de la main. Voilà. Donc on n'a pas besoin de pousser, c'est l'hyper-spécialisation qui pourrait faire le geste très spécialisé. Donc il y a même dans la spécialité, il y a une spécialité basique et puis une hyper-spécialisation. À ce moment-là, on peut imaginer ça. Voilà, donc, vous savez, le futur, c'est l'imagination. Oui. On arrive à la fin. J'aimerais surtout donner la parole à ceux qui auraient des questions supplémentaires, mais est-ce que vous avez... J'ai une chose à dire. Non, une chose à dire parce que récemment, ça m'a été posé, j'étais surpris. Encore une conférence, c'est une conférence internationale. À la fin, il y a des questions. Et au fond de la salle, c'est une grande salle, il y avait la lumière sur mes yeux, je ne voyais pas très bien, je ne sais pas qui m'a posé la question. Et le chirurgien m'a dit, enfin, chirurgien, je ne sais pas, la personne au fond m'a dit, professeur Bismuth, moi ce que je voulais savoir, c'est qu'avez-vous fait pour être ce que vous êtes devenu? Moi j'avais posé cette question. Et j'ai dit, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas fait pour devenir ce que je suis. C'est un side effect. Voilà. Parce que l'objectif n'est pas de devenir quelqu'un de ce que vous voulez, un grand, etc. L'objectif est de faire ce qu'il faut faire. Et bon, si vous le faites très bien, eh bien, vous aurez une école, vous serez suivi, etc. Ben, je crois que ça répond à ma dernière question, qui était, est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes chirurgiens? Mais vous avez tout dit dans ce mot-là. Mais des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Merci beaucoup de partager votre expérience avec nous, c'est très inspirant. Moi, j'ai une question qui m'a toujours perturbé. Peut-être certains d'entre nous le connaissent bien, votre association de l'accompagnement d'Henri Bismuth, donc c'est tous vos élèves. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'ai vu de autres centres, qu'en fait, tous vos ex-élèves, ils sont devenus chefs service, leaders, et dans tout le monde entier, presque tous les continents.
Jusqu'à Paris, il y a Daniel Charqui, Daniel Azoulay, René Adam, chacun d'eux, les spécialistes, est devenu un leader dans le dépôt biliaire. Comment vous êtes réussi, est-ce que ça aussi c'était un side effect, c'était un effet collatéral, d'inspirer des générations de chirurgiens, de tous vos élèves, ils ont réussi, chacun d'eux, Laurence Chiche, professeur Goumenaille, à être vraiment une extension de votre service. C'est quelque chose que, il y a plein de grands chirurgiens qui n'ont pas eu ça. Par exemple, Desbaquet aux États-Unis, il n'a pas eu ça, il n'a pas eu le même effet. Et c'est quelque chose que ça, j'aimerais bien que vous réfléchissiez avec nous. Je vais vous répondre. Vous savez, mon service à l'époque avait la réputation, vous n'avez qu'à lire la préface, c'est Laurent Chiche qui écrit la préface. Alors lisez la préface. Moi, je trouve que c'est peut-être plus intéressant que le reste. Je dis la préface, vous le lisez. Laurent Chiche, qui était mon interne, et elle décrit ce qu'elle avait écrit. Et c'est terrible. Moi-même, je reconnais, je suis même étonné de ce qu'elle a écrit, c'est terrible. En fait, mon service avait une mauvaise réputation, elle le dit, dans un hôpital vétuste, c'est Paul Brousse, à l'époque il n'y avait pas le centre hépatobiliaire, dans un hôpital vétuste, une chirurgie rare, chirurgie du foie, la transplantation c'était rare, et un chef extrêmement exigeant qui demandait des temps de travail énormes, etc. Donc tout était fait pour décourager. Eh bien, ceux qui venaient, ils s'étaient sélectionnés. C'est pas moi qui les ai faits. Vous comprenez? Ils sont venus parce que pour vaincre tout ça, ils avaient les qualités dont je n'ai fait que leur donner un petit peu. Ils étaient déjà mûrs pour devenir, en cherchant la difficulté, ils étaient déjà mûrs pour devenir ce qu'ils sont devenus. Et c'est vrai que ils sont devenus... écoutez, regardez, vous avez cité René Adam, Daniel Charqui est devenu le pionnier de la chirurgie laparoscopique, a créé, était le président et a fondé la chirurgie laparoscopie internationale. René Adam, et vous le savez très bien, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il était, et Didier Samuel, qui était le premier hépatologue, qui a eu un grand courage, parce qu'il a vécu pendant des années, c'était le seul médecin, le seul hépatologue au milieu de Soula. Il a fait un certain courage pour le faire. Bon, maintenant, après, il est devenu président des doyens et directeur général de l'INSERM. Donc, c'est pas moi qui lui ai appris à être directeur général, mais il avait les qualités pour le devenir. Donc, sont venus avec moi des gens qui avaient de grandes qualités, intrinsèques. Voilà. Je réponds à votre question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? En attendant, oui, il a aussi également parlé des compagnons. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu? Oui, les compagnons, surtout, on va organiser l'année prochaine, je vous invite à venir, on organise l'année prochaine le 40e anniversaire des compagnons. Les compagnons, c'est le terme compagnon, un terme médiéval. Ces compagnons, c'était ceux qui, dans un métier très spécialisé, venaient se former en tournant en France. Ils allaient dans les ateliers différents, les ébénistes, les charpentiers, voilà. Et il y avait des compagnons, et ils avaient le titre de compagnon. Ils faisaient, leur mémoire était un objet de maîtrise qu'on trouve maintenant dans les salles de vente. Il y a des escaliers partis. Ils faisaient des escaliers, ils faisaient des toits, des petites maisons, qui étaient des petits objets qu'ils faisaient, et qui étaient leur mémoire, voilà, qui étaient remarquables, des objets de grande valeur. Alors c'est là que vient le compagnon. Eh bien, quand en 1986, il y a donc 40 ans, mes anciens élèves qui allaient en Argentine, en Angleterre, en Suisse, etc., ont dit on voudrait continuer à rester avec vous. J'ai dit on va faire les compagnons. Et donc voilà comment se créent les compagnons. Et maintenant, ces compagnons sont au nombre de 120 dans le monde entier. Et pour fêter le 40e anniversaire, on va se réunir à Paris. Voilà. Et on fait un congrès. C'est le centre hépatobiliaire qui l'organise. Et il y aura une journée des cas cliniques où on va apporter des cas cliniques du monde entier pour discuter. Il y aura 2 journées de symposium. Et voilà, la date c'est le 4-6 juin. C'est ouvert à tout le monde, vous pouvez venir. Voilà. Je vous invite à venir. Alors, vous verrez.
Et évidemment, on ne parlera que de chirurgie hépatobiliaire et de transplantation. Il y aura le portugais Hugo Pinto Marques qui était le premier à faire la première transplantation robotique à foi totale. Et là, récemment, il a fait une transplantation totalement robotique. Le donneur et le receveur ont été faits par robot. Mais il fait tout par robot et une montre. Et moi, il m'intéresse beaucoup. Je n'ai jamais fait de robot. Il m'intéresse beaucoup parce qu'il dit le robot permet de faire mieux la chirurgie ouverte. Voilà. Et en disant ça, il me convainc, parce que moi j'ai toujours trouvé que la chirurgie ouverte était remarquable. Bon, évidemment, la laparoscopie a un avantage, mais l'objectif, c'est les techniques de la chirurgie ouverte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Daniel Cherki. Avant la création de la société Daniel Cherki, les chirurgiens laparoscopiques étaient des laparoscopistes qui faisaient toutes les chirurgies. Et je me suis toujours élevé contre ça. Je dis, on n'est pas chirurgien laparoscopique, on n'est pas chirurgien d'ouverture. On n'a pas chirurgien, on ne fait pas, il n'y a pas de chirurgien laparotomistes. Donc c'est une technique. Et cette technique est utilisée par des gens de métier, de la spécialité. Et c'est ce qu'a fait Daniel Cherki, a remis la laparoscopie dans la chirurgie hépatique. C'est des chirurgiens hépatiques qui ont utilisé la laparoscopie. Et là, ça a changé. Avant, quand on voyait les publications, c'était délirant. J'ai toujours critiqué ça, mais qui ne connaissaient rien. Sauf qu'ils avaient la méthode. Voilà. Donc, la laparoscopie, c'est une méthode utilisée par tous les chirurgiens de toutes les spécialités. Mais quand on le fait dans la spécialité, c'est bien. Voilà. Donc, voilà. Professeur Bismuth, je ne veux pas retarder les jeunes chirurgiens pour le quiz de l'interne, des internes. Merci énormément d'avoir été parmi nous, c'est un réel honneur. Je vous l'ai dit maintenant, mon intérêt de justement voir les jeunes chirurgiens, et mon livre est destiné, je crois que si j'étais parent d'un jeune médecin qui s'oriente vers la chirurgie, je dirais, lisez le livre pour savoir si vous voulez être chirurgien. Voilà.